Je crois que nous sommes arrivés aujourd'hui au moment où il faut probablement reconnaître tout ce que nous a apporté la réforme de Bray, mais également nous sommes arrivés au moment où il faut accepter qu'elle soit remise en cause, en tout cas dans certains de ses principes, et que le CHU, dont on voit bien que son évolution est inéluctable, le CHU s'ouvre davantage vers l'extérieur, et donc nous sommes, j'en suis convaincu, c'est ce que j'ai commencé de faire lorsque j'ai été en charge de la politique de santé du pays, ouvrir l'hôpital davantage sur les centres hospitaliers généraux, sur les hôpitaux locaux, sur les établissements privés, sur la médecine libérale et même sur d'autres structures, quelquefois plus administratives ou plus orientées vers la prévention et l'éducation à la santé. Je crois que la santé est un tout et que le CHU était arrivé à un point où il s'était en quelque sorte, du fait de ces évolutions inéluctables, s'était isolé. Et il faut désormais rompre cet isolement. Alors, que veux-je dire par là ? Je veux dire par là qu'il faut naturellement que le CHU se comprenne comme un lieu de référence, comme une tête de réseau, comme un centre de coordination, comme on voudra, mais qu'il ne peut plus se passer de travailler au quotidien et de manière très serrée et très assidue avec tous ces partenaires que je viens de citer. On voit bien que si le malade n'est hospitalisé que quelques jours et qu'il poursuit ensuite son traitement à domicile, l'hôpital ne peut pas se désintéresser du domicile. On voit bien que si le malade quitte le service dans lequel il a été pris en charge avec un diagnostic et un traitement, et qu'il s'en va poursuivre son traitement ailleurs, dans un service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle, moins coûteux et plus orienté vers ce type de prise en charge dans un moyen séjour, par exemple, l'hôpital ne peut pas se désintéresser de ces établissements de soins de suite. Il faut qu'ils soient en prise directe. Donc je suis vraiment convaincu que ce que j'avais initié sous la forme de groupement de coopération sanitaire doit être amplifié, et c'est probablement d'ailleurs ce que la commission Larcher a appelé de ses voeux en parlant de hôpitaux de territoire, de pays, donc réassembler, réassocier des hôpitaux dont les missions sont différentes mais parfaitement complémentaires, cette association étant indispensable. Donc le centre hospitalo-universitaire, l'hôpital universitaire, ne peut plus se considérer comme au-dessus des autres et détaché des autres. Il doit au contraire être dans la mêlée, probablement d'ailleurs avec un rôle fondamental, mais de partenaire. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est que dès lors qu'il n'y a pratiquement plus dans nos centres hospitalo-universitaires les malades atteints des maladies courantes dont je parlais tout à l'heure, il faut que les étudiants en médecine qui se destinent à apprendre la médecine générale soient dans des services où sont hospitalisés ces patients-là. Il faut donc accepter l'idée que des internes, notamment en médecine générale, mais aussi dans certaines spécialités, soient affectés et formés dans des services de centres hospitaliers, voire dans d'autres types d'établissements, et que les médecins qui seront appelés à les prendre en charge et à les former soient associés d'une manière ou d'une autre à l'université en tant que chargé de cours ou maître de stage, comme on voudra, peu importe les formules. Ce qui est fondamental, c'est qu'il faut que les étudiants soient au contact des malades qu'ils auront à traiter au cours de leur exercice professionnel et naturellement sous la tutelle de ceux qui vont leur apprendre le métier.
Il faut également que ces étudiants puissent aller, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, mais il faut le faire encore davantage avec plus d'assiduité, auprès de médecins généralistes en cabinet. J'ai des exemples multiples d'étudiants qui, ayant passé leur thèse et s'installant, découvrent les mécanismes de sécurité sociale, de prise en charge, découvrent ce qu'est la gestion d'un cabinet, ce qu'est la gestion d'une vie professionnelle. Et je trouve que ça, c'est inconcevable. Quand on forme des professionnels de santé, et je ne parle pas d'ailleurs que des médecins, mais aussi des infirmières, des kinésithérapeutes, de tous ceux qui travaillent à la santé des gens, ils doivent être formés à leur exercice professionnel, y compris dans les aspects quotidiens de la gestion de leur outil de travail et de leur profession. Ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. Comprenez, quand des pédiatres n'ont jamais ou pratiquement jamais entendu parler de l'adoption, je prends un exemple, on comprend bien qu'un stage de 3 mois dans un service de l'aide sociale à l'enfance leur aurait permis de découvrir ce qu'est une démarche d'agrément pour l'adoption, ce que signifie cet engagement de couple candidat à l'adoption, et de l'autre côté, ces enfants qui sont placés auprès de familles d'accueil ou dans des établissements. Il faut élargir les horizons, il faut aller beaucoup plus loin dans la connaissance de cela. Donc, sortir. Et puis, je suis de plus en plus convaincu que si le CHU, comme d'ailleurs les grands centres hospitaliers, s'ils veulent continuer d'assumer correctement leurs tâches, il faut qu'ils retrouvent leur vocation sociale. Il faut réassocier le sanitaire et le social. J'ai 1000 exemples à citer pour montrer que les choses ne se passent pas comme elles devraient. Je vais en citer quelques-uns, mais prenons la psychiatrie. C'est invraisemblable qu'aujourd'hui, dans un service de psychiatrie de centre hospitalo-universitaire, on trouve mêlé une trisomie 21, une maladie d'Alzheimer, un autiste, une schizophrénie, de véritables maladies psychiatriques, parce que tous ces malades qui ne devraient pas être là et qui devraient être confiés à d'autres services que les services de psychiatrie, je pense à la trisomie, je pense à la maladie d'Alzheimer, je pense à l'autisme, tous ces malades encombrent, surchargent les équipes, et c'est nuisible pour tout le monde. C'est nuisible à la fois pour les malades qui ne sont pas pris en charge avec tout l'investissement nécessaire, et les équipes qui sont épuisées, qui sentent qu'elles ne peuvent pas s'occuper de chacun comme elles le devraient. Et donc je pense que là, ça ne convient pas. Ça ne convient pas. Par ailleurs, il faut bien reconnaître qu'en ayant diminué le nombre de lits d'hospitalisation, ce qui est en soi probablement une évolution naturelle et normale, on n'a pas fait suffisamment cas de la prise en charge extra-hospitalière de ces malades mentaux. Le président de la Croix-Rouge que je suis peut vous le dire, une bonne partie des malades mentaux sont en prison, et nos référents prison qui vont au nom de la Croix-Rouge dans les prisons voient de nombreux malades psychiatriques qui n'ont rien à y faire. Et d'autre part, quand nous travaillons sur la prise en charge de l'exclusion, on peut dire qu'une autre grande partie des malades mentaux sont sous les ponts et qu'ils sont en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Nous n'avons pas, dans cette spécialité qui souffre de ne pas avoir tous les moyens d'exercer ses compétences et la nécessité de la prise en charge de patients difficiles, je crois que là encore, on devrait réassocier le sanitaire, médical et le social pour assurer une meilleure prise en charge et un relais. L'expérience m'a montré, y compris d'ailleurs au ministère, que nous ne savons pas très bien encore, suffisamment en tout cas, prendre en charge les malades mentaux. Et donc l'hôpital ne remplit pas toujours son devoir vis-à-vis d'eux. Je prends un deuxième exemple qui d'ailleurs n'est pas très loin du premier. Prenez les toxicomanes. Mais où ont-ils leur place? Dans le secteur sanitaire, qui souvent les refuse,
ou dans le secteur social qui ne sait pas comment les aborder. On voit bien que la toxicomanie est aujourd'hui un secteur qui relève du secteur médical et social, médico-social, et que chacun se rejetant la responsabilité, ce sont des patients qui ne sont pas correctement et suffisamment pris en charge. Mais encore, un autre exemple qui m'a frappé, parce que nous avons été confrontés récemment encore à la Croix-Rouge avec ce sujet. Prenez un malade qui est recueilli dans la rue. Il arrive à l'hôpital. Alors, miracle de l'hôpital, et ça il faut s'en féliciter, il est pris en charge comme tout le monde, comme toute personne qui s'y présente. On fait un diagnostic, il s'avère séropositif. Et dans les quelques jours, il a un bilan complet et il a un traitement qui est instauré avec les antirétroviraux de synthèse. Et puis, peu de temps après, on lui dit qu'il peut continuer son traitement à l'extérieur et qu'on lui donne rendez-vous dans quelques semaines. Mais l'hospitalisation à domicile, le traitement à domicile, quand il n'y a pas de domicile, c'est difficile. Et quand il n'y a pas de place dans un établissement de suite, en tout cas dans l'immédiat, voilà un patient qui est pratiquement livré à lui-même et personne ne sait très exactement si l'observance sera respectée, si la veille nutritionnelle sera considérée et qui va l'accompagner en définitive dans ce moment difficile, si même d'ailleurs il a toujours très bien compris ce qui lui arrive. Et puis, enfin, dernier exemple, c'est celui de la maternité. Personnellement, je trouve que mettre dehors une jeune accouchée après 36 ou 48 heures après son accouchement, ça n'est pas non plus toujours conforme au respect de l'humanité de cette personne qui vit un moment bouleversant dans sa vie. Et donc, il faut là encore que nous réhumanisions ces premiers jours après la naissance dans des maisons d'accueil périnatales ou que nous mettions en place des systèmes de surveillance beaucoup plus efficaces et répandus pour l'accompagnement à domicile. Autrement dit, quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres, de la nécessité absolue de réassocier le sanitaire et le social. Alors, il faut aller au bout du raisonnement. Il ne s'agit pas de réinstaller le social à l'hôpital lui-même, dans des hôpitaux, dans des locaux, dont je veux dire que chacun connaît le coût, les nécessités de budget, la tarification à l'activité également. Et donc, ce qui est indispensable, c'est que tous ces grands établissements nouent des partenariats avec des établissements qui vont coopérer et qui sont spécialisés dans l'accueil pour les traitements prolongés, dans l'accueil pour les convalescences, dans l'accueil pour les jeunes accouchés, dans l'accueil pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien psychosocial. Donc on le voit, là encore, ça conduit à ouvrir les hôpitaux. Je dois vous dire que depuis que je suis à la Croix-Rouge, j'ai découvert aussi que le médecin hospitalier, comme le gestionnaire hospitalier, avait fini probablement par écarter au point de méconnaître l'aspect purement social. Ce que je vous dis aujourd'hui, avec presque 4 ans de présidence de la Croix-Rouge française, je ne l'aurais probablement pas dit avec la même gravité, la même conviction, avant de toucher du doigt l'aspect social qui nous arrive de personnes qui ont été soignées, mais dont on n'a pas toujours suffisamment assuré le service après soins.